Maintenant, la question, c'est la troisième. C'est-à-dire celle qui est la plus récente. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Alors là, j'étais tout à fait démuni pour essayer de l'aborder, parce que je n'avais pas plus de connaissances qu'un autre, et je me suis dit, il faut aller voir un certain nombre d'opérations, et pourquoi ne pas commencer par Boulogne, puisque c'était une grande opération, et qu'elle regardait un quartier, ou qu'elle regardait la constitution vraiment d'un grand morceau de ville. Donc je suis allé à Boulogne. Mais avant ça, je voudrais faire 2 ou 3 remarques pour que l'on ne se méprenne pas sur ce que je vais dire par rapport à cette question de ces opérations et des macro-lots. La première remarque, c'est que je sais que toutes les situations urbaines sont particulières. Ça, je le sais. Je suis, comme tout le monde, aussi sensible à la différence des villes. Donc, je dirais, la question n'est pas dans une non-reconnaissance de la particularité de chaque ville. Je suis tranquille là-dessus. Ce qui m'intéresse, par contre, évidemment, si j'avais fait un travail uniquement pour désigner ou pour décrire la particularité de chacune des villes, j'aurais fait des monographies. Donc, je ne les aurais pas fait parce que ça ne m'aurait pas intéressé. Voilà. Donc, la question, c'était plutôt, à travers les différentes situations, est-ce qu'il y avait des choses qui leur étaient communes? C'est ça le but. Après, bien sûr, on pourra dire toutes sont différentes. Oui, toutes sont différentes. Mais il y a quand même des choses qui sont communes. Donc c'est là-dessus que je m'interroge. Ce n'est pas sur ce qui est complètement différent. Alors, reconnaître des traits communs, mais en faisant très attention aussi que je ne décris pas le général. Parce qu'on peut très bien me dire, mais c'est exceptionnel ce que vous êtes en train de décrire. Les macro-lots, il y en a très très peu, ou ces opérations, il y en a très... Oui, il y en a très peu. En masse, il y en a très peu par rapport à la quantité bâtie. En image, certainement pas, parce que ces opérations, elles font image. Beaucoup plus que les autres. Donc, elles ont une importance très, très grande par rapport, notamment, à la communication des villes, comme on dit aujourd'hui. Beaucoup plus que les opérations diffuses, qui peuvent être très, très bien, très, très belles, mais qui n'engagent pas tout à fait les mêmes questions, ni les mêmes enjeux. Donc, il faut être clair là-dessus. Ce sont des opérations qui peuvent être quantitativement exceptionnelles, mais qui, au niveau de l'importance qu'elles ont, sont sans doute bien au-delà du quantitatif. Alors, je veux poser ça parce que c'est de ça dont il est question. Alors, je vais à Boulogne. Évidemment, je vais à Boulogne parce que grand terrain, je ne vais pas décrire en détail Boulogne, mais la mécanique. Bon, Subilo est là, il pourrait la décrire encore mieux que moi, peut-être pas de la même manière, mais il la connaît. Et puis moi aussi, je la connais un peu, parce que je me suis fait expliquer quand même, par lui-même aussi. Donc, une mécanique. On le sait, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, la mécanique, c'est quoi? C'est une collectivité publique qui voit effectivement un grand territoire dans son périmètre, un territoire qui est un territoire privé, puisque c'est celui de Renault, donc il y a une conciliation qui se fait entre la collectivité publique et le propriétaire privé pour définir un aménagement à partir d'un plan d'urbanisme et d'un PLU et tout un tas de choses qui se mettent en place. Et je vais m'intéresser principalement au trapèze, donc à partir de cette opération, les exigences de la collectivité, que les espaces publics lui soient rétrocédés, que ensuite Renault puisse vendre ses terrains. Et au fond, la vente de ces terrains, on le sait, se fait à 4 maîtres d'ouvrage privés, qui sont nommés ici, donc 4 maîtres d'ouvrage privés qui vont être les opérateurs au niveau, les constructeurs de l'ensemble des opérations. Alors il y a quelques petites exceptions, mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ces exceptions. La mécanique est très très au point, et très 50% de logements, 50% de surface d'espace libre public, 50% de surface constructible, après des détails par rapport aux surfaces qui doivent rester en pleine terre, enfin tout un tas de choses comme ça. Et puis le plan lui-même est défini par Patrick Chavannes, qui définit les îlots, et chaque îlot est confié, suite à une consultation, à un architecte coordonnateur. Pardon. Ce sont les 4 îlots premiers qu'on voit ici, les 4 premiers îlots qui ont lancé en quelque sorte l'opération et qui lui ont donné une certaine unité qu'on peut, à partir de ce moment-là, juger le long d'un grand jardin de 7 hectares, qui est excessivement important, évidemment, pour comprendre la logique de l'opération aussi. Architecte coordonnateur, et parmi les 4 particularités de Boulogne, les 4 opérateurs, les 4 maîtres d'ouvrage privés, construisent tous chacun sur chacun des îlots.
Ce qui ne va pas être le cas toujours après. On va voir. Donc, l'îlot, en fait, est partagé entre les opérateurs eux-mêmes qui se mettent d'accord, évidemment, sachant qu'une mixité est mise en place, puisque cette mixité, il y a 30% de logements sociaux, si mes souvenirs sont bons, ou 33%. Il y a des logements privés, bien sûr. Il y a toujours un équipement ou deux dans un îlot. Il y a aussi une opération de bureau. Donc, ce sont des îlots mixtes. Des mixtes au bâtiment, je dirais, puisqu'il n'y a pas de mélange dans un même bâtiment, ou alors je ne le sais pas et on ne me l'a pas montré, il n'y a pas de mélange dans un même bâtiment de logements sociaux et de logements privés. Non, c'est une mixité au logement. Bon, ça aboutit pour chacune des opérations. Là, ici, l'îlot B3, bon, l'architecte coordonnateur, c'était Lipski Rollet, et chacune des opérations était confiée à un architecte, et une des opérations était confiée aussi à l'architecte coordonnateur. Donc une mécanique qui se met en place très bien, l'urbaniste, l'architecte d'îlot, coordonnateur, l'architecte d'opération. Le tout se passant avec des consultations, des workshops, des ateliers. Vous avez vu maintenant qu'il y a des ateliers partout dans les villes. Hein. Je veux dire, c'est le mot qui... On ne fait pas une opération urbaine sans faire un atelier. Donc on fait un atelier, ici aussi, des ateliers. Donc parce qu'il faut coordonner tout ça. Évidemment, ici, comme vous le voyez, sur ce premier îlot, il y a 3 parcelles. Le promoteur de bureau reste toujours seul sur sa parcelle. Et puis les autres promoteurs peuvent se partager les parcelles. Ça permet évidemment de s'adapter plus facilement à un certain nombre d'exigences du PLU, ça permet de mettre en commun un certain nombre de choses, etc. Ça a beaucoup d'avantages du point de vue de la fabrique de la ville et du point de vue du développement de ces opérations. Beaucoup d'avantages par rapport à la rapidité aussi. Les choses sont plus vite parce que tout le monde se met d'accord. À noter que du côté des maîtres d'ouvrage, il y a aussi un maître d'ouvrage coordonnateur, si on peut dire, c'est-à-dire celui dont on a dit à Boulogne que c'était le leader pour chacun des îlots. Alors ça, c'est une mécanique qui marche bien, qui a bien marché, qui continue de fonctionner d'ailleurs, et je dirais, mais ce n'est pas pour vexer Jean-Louis Subilo, mais c'est presque un stade archaïque du macrolot. C'est le début, quoi. C'est le début. Non, mais parce qu'après, ça va évoluer. Tu vas voir. Ça va évoluer vers des caractéristiques qui sont beaucoup plus fortes. Alors, dans cette situation, le paysage produit est un paysage qui, pour moi, est une espèce de mixte entre îlots de part et d'autre de la Bibliothèque de France et îlots ouverts. C'est une espèce de mixte. D'ailleurs, dans le plan de Lipski Rollet, ici, on le voit, sur certaines rues, il y a des alignements et presque des mitoyennetés, ce qui va devenir de plus en plus rare, la mitoyenneté, mais on va en parler tout à l'heure. Et puis, sur le côté du jardin, on le voit, l'îlot est plus ouvert pour qu'il y ait aussi des transparences, c'est sûr, des relations, et donc les bâtiments sont séparés. Donc, une espèce de mixte. Dans cette situation, aussi une particularité. C'est-à-dire, si on regarde les premiers îlots, au fond, ils sont découpés en parcelles. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça, mais malgré tout, il y a cette espèce de nécessité, de ce qui est ressenti comme quelque chose qui est quand même assez constitutif de la ville, à savoir un îlot, il est découpé en parcelles. Puis au fur et à mesure qu'on s'avance dans les opérations, on se rend compte effectivement que les îlots deviennent des unités d'opération. Ils ne sont plus découpés. Et ça, c'est un phénomène qui va devenir un phénomène un peu général dans ce type d'opération. Les îlots deviennent les unités d'opération. Il y a certains qui défendent l'idée que l'îlot est aujourd'hui l'unité d'opération de la ville. Pour moi, ce n'est pas une évidence. C'est une question qu'il faut se poser. Pas une évidence. Et donc, on le voit aussi par rapport à Boulogne, où on voit bien qu'au début, dans les premiers îlots, il y a autant de permis de construire que d'opérations. Et au fur et à mesure, il y a un regroupement de ces permis de construire. Ce qui aussi permet de résoudre beaucoup plus facilement certains problèmes, notamment des problèmes par rapport au PLU. Donc, effectivement, c'est un peu une nécessité qui est ce rassemblement. Je ne dis pas que ce soit toujours une volonté, je ne dis pas que ce soit forcément quelque chose qui soit, délibéré et conscient. C'est une espèce de mouvement vers lequel la manière dont les choses se font, ça nous mène à ça porte vers ça. Voilà. Et c'est ce vers quoi ça porte sur lequel il faut s'interroger.
Alors, les constats, c'est quoi? Dans ces opérations, c'est mixité de programme, pour un objectif de mixité sociale et de rapidité de réalisation, ça c'est très très clair pour moi. Deuxièmement, c'est la prépondérance de la maîtrise d'ouvrage privée, c'est-à-dire puisque ce sont eux qui réalisent. Et il y a un mot qui apparaît qui n'existait absolument pas avant dans le vocabulaire de l'architecture ou de l'urbanisme, c'était le mot utilisateur. On disait, je ne parle jamais des utilisateurs. Il y a 10 ans, c'était un mot qu'on n'utilisait pas. Aujourd'hui, c'est... Tous les bailleurs sociaux qui ne construisent pas deviennent des utilisateurs, puisque ce sont les maîtres d'ouvrage privés qui construisent et qui ensuite leur revendent, évidemment, par nécessité avec le développement des VFA. Et donc, le développement aussi des mutualisations. À noter aussi que le mot mutualisation, il y a 10 ans, il n'existait pas dans le vocabulaire architectural. Hein. Bon, de toute façon, aujourd'hui, on mutualise tout, on le sait. Donc, mais c'est un mot qui est constamment employé, à tel point qu'on ne sait même plus très bien ce qu'il recouvre, quelquefois, hein, dans la description des opérations. Et enfin, quatrième chose, c'est l'îlot qui a tendance à devenir l'unité d'opération. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'effacement de la parcelle. La parcelle n'existe plus.